Je voulais juste signaler un débat qui commence à avoir lieu ici en France. C'est la personne qui l'a fait, ça m'échappe le nom, mais peu importe. C'est lors de la publication du fameux romancier poète dans Libération. Il y a eu une tribune d'un poète qui faisait remarquer que maintenant on utilise le mot poétique pour absolument tout ce qui n'est pas poète. C'est-à-dire un parfum est poétique, une robe est poétique, une fleur est poétique, une femme peut être poétique, mais la poésie, du coup, on parle de la poésie de la fleur, mais on ne parle plus de la vraie poésie. Et la poésie a complètement reculé par rapport à ce concept de poétique. Et ça a été repris, par d'autres revues en ce moment qui essayent de... Parce que c'est vrai, en fait. Alors, je voulais savoir comment c'était par rapport à nous en Angleterre, s'il y avait un peu les mêmes dérives. Souvent en Angleterre, les commentaires du football parlent de la poésie en motion, ce qui est le foot. Mais il me semble que la situation est différente parce que dans la France, il y avait Mallarmé. Et Mallarmé a établi une langue très distinguée de la langue de jour en jour, de langue journal, et que plusieurs poètes français l'ont suivi, qu'il y a une poésie française qui ne touche pas au jour vécu, mais qu'il y a aussi chez quelqu'un comme Jacques Reda, par exemple, une poésie qui est de la rue, et que cette division est très importante pour la poésie française. En Angleterre, la différence est que nous n'avons pas Mallarmé. Nous avons Edward Lear, par comparaison, symboliste aussi, mais symboliste comique. La poésie expérimentale s'est attrapée dans les manières de 1968. L'avant-garde n'avance pas. L'avant-garde, c'est vraiment en arrière-garde. Le langage de la poésie anglaise, c'est toujours dirigé vers le langage parlé. Et que la poésie essaie de ne pas être trop poétique, parce que poétique veut dire illisible, veut dire seulement le prof le comprend, qui voudrait apprendre de lui, regardez-le. Est-ce que si vous interrogez un Britannique ou un Anglais sur les 3 poètes les plus importants de son pays, il saura répondre? Il dira Shakespeare. S'il est bien lu, il dira Byron. Et sur les poètes vivants? Vivant. Est-ce que T.S. Eliot vit encore? Est-ce qu'il existe en Grande-Bretagne une charte des poètes? C'est-à-dire... Non, il n'y en a pas. Que dirait une telle charte? Que le monde doit écouter les poètes? C'est vrai. Ils n'écouteront pas mieux pour ça. Donc les principes de base, c'est quoi? Tout poète, quand il a été édité, doit avoir un contrat. C'est des choses aussi simples. C'est le rappel de la loi, du basique de la loi, de la loi sur le code de la propriété intellectuelle. Il doit être rémunéré dès le premier exemplaire, ce qui exclut les contrats où on est rémunéré qu'à partir du 800e, du 1000e exemplaire, ce qui exclut les contrats où on paye en nature, par exemple en faisant soi-même la maquette. Ces cas de figure sont en fait des comptes d'auteur déguisés, et ces comptes d'auteur déguisés sont pour l'auteur une double peine, puisque d'une part, il paye un peu en n'étant pas payé, et puis par ailleurs, il cède ses droits sur son œuvre. Alors que dans un compte d'auteur, on ne cède pas ses droits, on les garde, et on en fait ce qu'on en veut, donc ce qui fait quand même une belle différence. Voilà. Ce qu'on soutient aussi, c'est que bien sûr, c'est la moindre des marques de respect pour un éditeur que tous les ans rendent compte de l'exploitation. Ils disent, ben voilà, j'en ai vendu tant. Et du coup, je vous donne 10, 20, 30 euros. Peut-être pas grand-chose, mais c'est un sens symbolique aussi, cette relation entre auteur et éditeur. C'est que la moindre des choses pour respecter un auteur est de le traiter comme la loi
le recommande, tout simplement. Hein. Bon, je ne détaille pas sur l'organisation, mais c'était un peu la même chose. Je dirais simplement que je crois que si j'étais poète français, je serais de l'Union. Merci. Ah, ça c'est formidable.